Ça me demande d'aller à la guerre, ah, franchement, la flemme, hein. Franchement, je suis bien chez moi, hein, surtout si c'est une OPEX, hein. Ah ouais, Macron déclare qu'il n'y a plus de ligne rouge ni de limite en matière de soutien à l'Ukraine. Ok. Emmanuel Macron accroît l'implication directe de la France dans le conflit en Ukraine. Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays. Donc ça, c'est le porte-parole du Kremlin qui a parlé. Ouais, ça sent le caca, les mecs, hein. Moi, je vous le dis, ça pue. Vraiment, ça commence à sentir le roussi. Donc Dominique de Villepin qui vient d'arriver, on va l'écouter maintenant. Et on est impatient évidemment de vous entendre Voilà. sur cette politique, cette orientation politique française, celle d'Emmanuel Macron, qui a été réaffirmée tout à l'heure. Question simple, a-t-il raison d'indiquer que face à une agressivité croissante, d'après lui, de Moscou, il faut se tenir prêt à toutes les éventualités, et notamment l'envoi de militaires français sur le sol ukrainien? Écoutez, pour une fois, je serais relativement d'accord avec ce que vient de vous dire Dominique Moisy. Une fois n'est pas coutume. Exactement. Une fois n'est pas coutume. Je suis prêt pour le combat de ce soir, les mecs, vous c'est une inquiétez pas. posture politico-médiatique, anticipant un effondrement de l'Ukraine et cherchant à montrer que le président de la République française n'a pas écarté des options difficiles. On peut comprendre. Pour le reste, je suis frappé de voir à quel point cette polémique est née sur des bases qui posent problème, de confusion et par ailleurs d'improvisation. Confusion et improvisation de L'improvise l'Élysée. Macron. Sur les eh propos ben. qui ont été tenus. Confusion. De quoi parle-t-on? Troupe au sol. J'ai passé plusieurs décennies de ma vie à travailler sur les questions politico-militaires. Troupe au sol, c'est un langage codé et totalement clair. Ce sont des combattants au sol. Si on veut mentionner autre chose, on parle de présence au sol, de personnel au sol. Donc là, de quoi parle-t-on? Est-ce que le président de la République parle de combattants ou est-ce qu'il parle de conseillers, d'infirmiers, de spécialistes? Ça n'a rien à voir. Le problème ne se pose que si nous parlons de combattants. Vous pensez qu'il devrait clarifier sa position? Je vais vous expliquer pourquoi tout ceci est un jeu dangereux. Deuxième élément, Oh. au-delà de la confusion, il y a, à mon sens, une improvisation. Il répondait au sommet de Paris à une question des journalistes sur fond de querelle franco-allemande. Ce n'est pas le lieu de faire des annonces au sortir d'un sommet qui a marqué un consensus. Ce n'est pas le lieu pour faire des annonces dramatiques et qui plus est, qui divisent les participants à ce sommet. Improvisation encore, discours de Prague, puisqu'on l'appelle comme cela. Le discours de Prague, c'est quoi? Personne ne le mentionne. C'est un discours devant la communauté française. J'ai fait suffisamment de discours devant la communauté française, qui est l'occasion de manger les petits fours et de boire du champagne, pour savoir que ce n'est pas non plus un lieu où on parle au monde, où on parle à l'Europe, où on parle à la Russie. Ce sont donc des réponses et des discours de circonstances. Ok. Moi, je pense que sa stratégie, c'est pour les élections européennes, plus se couvrir pour la future défaite de l'Ukraine. Dans le style, c'est pas ma faute, mais moi, j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Ouais, c'est une idée, hein. J'ai vu les commentaires sur Twitter, j'ai vu les commentaires de pas mal d'opposants aussi politiques à Macron, où ça disait qu'avec les échéances électorales, avec les européennes et tout, Macron, il essaie de remobiliser ses troupes. D'ailleurs, il a fait un rendez-vous avec son parti, où ils se sont dit, les gars, mais battez-vous jusqu'au bout. Pour les européennes, il faut pas laisser le RN gagner. C'est mal parti quand même, hein. Merci Canard Chicon pour le sub, merci mon gars. Jure, un nouveau sub. C'est mal parti, c'est mal parti. Ne peuvent avoir la gravité, l'ampleur, la légitimité, en tout cas à son meilleur, de la parole présidentielle. Et est-ce que donc ça accroît l'ambiguïté stratégique, puisque c'est une question fondamentale? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes dans l'excitation stratégique? L'ambiguïté stratégique, c'eût été de dire, en parfait accord avec tous nos partenaires, y compris les Américains, les Ukrainiens rencontrent des difficultés sur le terrain, mais nous nous portons garant de l'unité, du respect de l'unité et de la souveraineté de l'Ukraine. Tous nos partenaires auraient signé en bas de la page. Ça, c'est de l'ambiguïté stratégique. Dire, il n'y a pas de limite, nous enverrons des troupes au sol. Par ailleurs,
Il dit bien nous enverrons, il dit il ne faut pas l'exclure. Il conviendra de ne pas être lâche, alors qu'en fait, phrase qui est sortie de son contexte, il faisait une référence à Milan Kundera et à l'histoire de l'Europe des 30 dernières années ou 40 dernières années. Donc ramenons cette tempête dans un verre d'eau à de justes proportions, parce qu'aujourd'hui on a le sentiment en écoutant la télévision qu'on est au bord de la guerre. On dirait bien. Hein. Donc il y a un cas. Franchement. Ce discours, ces paroles ont été mal cadrées, décontextualisées. Il n'empêche que l'Élysée peut y trouver son avantage. Parce qu'évidemment, ça place aujourd'hui le président Macron dans une position qui, en termes de politique intérieure, en termes de campagne des Européennes, peut paraître avantageuse. Oui, mais enfin ça, c'est une vision un peu cynique, pas la vôtre. Hein. Effectivement. Ce serait une vision un peu cynique de la part de l'Élysée. Est mal cadré et prématuré. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qu'il faut faire en regardant en arrière. Et là, je rejoindrai toutes les personnes présentes. C'est que nous avons manqué à notre devoir dans les 2 dernières années. En termes de livraison d'armes. Sanctions qui ont été faites à moitié et trop tard. Et nous avons tout fait pour que cela ne nous coûte rien. Livraison de matériel qui ont été faites à moitié et trop tard. Donc la moindre des choses et la première des choses à faire, et c'est pour ça que ce débat me paraît avoir un inconvénient, outre qu'il divise nos alliés, c'est qu'il détourne notre attention de l'essentiel aujourd'hui, qui est de fournir le ravitaillement indispensable à l'Ukraine. Comme le répètent très très bien les Ukrainiens et les Américains, l'Ukraine, elle demande du matériel, elle ne demande pas les troupes au sol. Donc, quelque part, c'est un écran de fumée. Nous sommes loin de la vérité du champ de bataille. Ça, c'est un élément essentiel. Alors, si je vous comprends bien, Dominique de Villepin, hormis l'aspect intérêt politique, tactique, politique intérieure d'Emmanuel Macron, vous dites, merci ça Didot. n'est pas de bonne politique que d'indiquer pas de limite. Moi, je me demande quand il n'y a pas de limite, etc., pour le soutien à l'Ukraine, le discours de Macron, il a peut-être aussi un impact positif sur les troupes ukrainiennes, les mecs. Hein. Ça se trouve, ça les a reboostés. Ils sont en mode, ok, on aura peut-être le soutien finalement de la France au sol, avec des troupes au sol et peut-être même de l'Union européenne, plus largement de l'OTAN. Ça doit grave les motiver, hein. Bof, hein. Ah, vous pensez que ça les motive pas du tout, les Ukrainiens, là? Les soldats ukrainiens sur place, là, ils sont au courant de ce qui se passe en France, les discours de Macron, le pouvoir de l'amitié, ça ne marche pas pour eux. Ouais. Parce que il y a eu la semaine dernière, j'ai vu sur un article comme quoi la guerre qu'il y a en ce moment en Ukraine contre la Russie, la guerre est dans une impasse. Voilà, la guerre est dans une impasse. Et dans une impasse. On ne sait pas comment ça va se terminer. Pour l'instant, chacun campe sur ses positions, chacun essaie de garder justement ses positions, les lignes, etc. Avec le Donbass, avec la Crimée, etc. Côté russe, côté ukrainien, ça ne bouge pas non plus, donc. Pour l'instant, on est dans une impasse, ouais. Peut-être que Macron va tout débloquer, les mecs, hein, on sait pas. Hein. Ligne rouge, sous-entendu, les troupes au sol, c'est une option. Ça ne contribue pas à l'ambiguïté stratégique. Ça ne renforce pas la main des alliés. Et pour que ce débat puisse être utile, il eût fallu au préalable que nous soyons capables de répondre à 5 questions. 5 risques qui sont liés à cette montée en gamme, à cette étape que nous franchirions si nous envoyions des troupes au sol, des combattants. 5 risques. Le débarquement français. Le premier, c'est l'élargissement du conflit. Voilà, ok. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident? Première question, premier risque. A priori, semble pas un scénario privilégié, mais... si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée. Et si la Russie était isolée, ça se saurait. Je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Deuxième question majeure, nouveau front, risque de nouveaux fronts. Moi, j'ai alerté de partie de quelques rares voix qui a dit « Attention, l'Ukraine, c'est une situation dangereuse, mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre ?» Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Ah ouais, et il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. Pas con. En Corée,
La Corée du Sud, Corée du Nord, Taïwan peut-être. Peut-être que cette guerre-là, si la France intervient sur le sol ukrainien, il y a peut-être moyen que la Chine se déplace aussi pour récupérer Taïwan, hein. On sait pas les mecs, hein. Et les États-Unis, dans tout ça, ils vont peut-être se frotter les mains et être observateurs de ce bordel. En Afrique. Et alors, En nous Afrique allons comme aussi. ça En faire Afrique. la guerre sur les 5 continents. Miskin Papsan. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne. On peut Ukrainienne. considérer que parce que c'est Non, mais sur on le peut sol considérer- européen, il y a une responsabilité Non, mais on peut particulière considérer des des tas de pays choses. européens. Il se trouve que l'Amérique est une puissance globale et que nous prétendons est une puissance globale et donc que nous sommes concernés par les grands équilibres et l'ordre du monde. Et malheureusement, notre diplomatie ne joue pas suffisamment, ne prend pas en compte suffisamment ces désordres qui intéressent les Soudanais, les Congolais. Troisième. Moi, je me demande, les gars, moi, je me pose une question. Ah putain, je m'en souviens plus. Ah si, je me pose la question, les gars. Si par exemple, on est dans une vraie guerre mondiale et tout, comment ça se passe pour la présidentielle, les gars, les échéances? Genre, par exemple, les échéances en 2027, est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Est-ce que on suspend? Est-ce que Macron, il peut quand même dégager? Il y a une nouvelle personne qui prend le relais à la place de Macron? Il n'y en aura pas? Reporté, IMO? Retardé? Tout est suspendu? Je me demande, les gars, Macron, jusqu'où il va nous emmener, les mecs, hein? Moi, ça me fait... Moi, franchement, les gars, je vais pas vous mentir. Ces prises de parole et tout, ces délires de va en guerre, je suis très inquiet. Moi, je suis très inquiet. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. J'ai pas envie de sous-estimer la puissance militaire française par rapport à la puissance militaire russe, ni la puissance, de manière globale, la puissance militaire européenne par rapport à la Russie. J'ai pas envie de les sous-estimer. Je pense qu'on a de quoi faire. On a de quoi faire. Mais la situation, diplomatiquement, elle est foutue. On n'arrive pas à s'en sortir, les gars. Diplomatiquement, Poutine, il va pas lâcher le steak. Et Macron non plus. L'Union Européenne, on sait pas, les Allemands, ils sont positionnés dans quoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts économiques avec la Russie. Mais t'as l'impression que les Allemands, ils perdent leur couille alors qu'ils ont investi militairement dans les équipements militaires aussi. Hein, réarmer, on va dire, son pays, genre. Je sais pas, ça pue, les mecs, hein. Qui pense vraiment que la France va aller au sol? Bah franchement, je suis désolé, hein, mais avec Macron, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout avec Macron, je suis sérieux. On sait jamais, ça devient une situation imprévisible, genre. Il fait peur l'ego du gars. Bah ouais, mon gars. Ouais, je pantoufle, ça va ou quoi? Ceux qui vont se faire vitrifier te saluent. Peut-être que Macron essaie de montrer les crocs pour négocier. Après, je vais pas vous mentir, hein, Hydra, je pense que quand t'es une puissance militaire, tu t'en bats les couilles, genre. Je pense qu'il y a rien qui peut te... Il y a rien qui peut te faire peur. En vrai, il y a rien qui peut te faire peur. Et si Poutine ne lâche pas le steak comme ça, c'est que derrière, comme il l'a dit Dominique de Villepin, derrière, t'as quand même des puissants alliés pro-russes qui peuvent vraiment faire tomber l'Occident, genre. Le Sud global, en quelque sorte. Comme il le dit si bien. Ah, mon gars. Ah, mon gars. Risque qui est important. Ah, le risque mon gars. terroriste. Le risque du terrorisme, je ne pense pas à un terrorisme qui viendrait de nos adversaires en Ukraine. Je pense à un terrorisme opportuniste. Quand il y a des situations de désordre de ce type, le terrorisme frappe. Et je vous le rappelle, nous avons prévu, nous, ici en France, non pas une année de guerre, mais une année de fête. Nous allons commémorer dans quelques mois les 80 ans du débarquement et les délégations vont venir du monde entier. Nous allons passer plusieurs mois à fêter les Jeux Olympiques. Si on doit se mobiliser, mobilisons-nous, mais il aurait peut-être fallu le faire un peu plus. L'économie de guerre, je ne la vois pas. La préparation des esprits en matière de défense civile et de guerre hybride, je ne vois rien. On ne sort pas de son chapeau comme un lapin l'idée d'aller faire la guerre en Ukraine sans s'être préparé un temps soit peu. Alors peut-être qu'il y a en parallèle une préparation particulière pour la sécurité des JO. Putain, il est long ces 5 points à raconter, Dominique de Villepin. Il veut pas aller vous le sauriez. Au bout du truc, vous là. Le sauriez, vous, parce que les médias seraient mobilisés. Vous auriez des gens qui, ici, viendraient vous dire, écoutez, voilà, c'est extrêmement dangereux, donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la télévision pour ne pas inquiéter les Français, d'autres choses qu'il faut dire. Vous le sauriez. Quatrième risque. Nous sommes à la veille d'une élection américaine qui va déterminer le nouvel ordre mondial. Il y a fort à parier que nous soyons partis pour un nouveau temps d'isolationnisme et de protectionnisme comme le monde n'en a jamais connu, voire de cassure de ce nouvel ordre mondial entre Trump et une Chine qui vient de fêter
la réunion de son Parlement et qui se recroqueville, se resserre, se sécurise encore davantage. C'est un contexte général, mondial, qu'il faut prendre en compte. Et puis, un dernier élément qui est peut-être l'un des plus importants, qui est le risque nucléaire. Je connais les bons experts, les grands experts qui s'expriment sur ces sujets, et je les respecte infiniment. Bruno Tertrais a fait un livre tout à fait remarquable sur ce sujet. Mais envoyer les troupes au sol, des combattants, nous place dans une situation en termes de dissuasion que nous n'avons jamais connue. 40 ans de guerre froide, jamais les forces du pacte de Varsovie et les forces de l'OTAN ne se sont affrontées. Et ce n'est pas par hasard. C'est à cause d'une réalité qui tient à la grammaire du nucléaire, à la règle du nucléaire. La règle de la dissuasion, c'est d'être assis sur le principe de destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si l'un emploie la bombe, l'autre répond et qu'à la fin, on est tous morts. Alors ce ne serait pas des troupes au sol en Russie. Non, mais, donc ce n'est pas le territoire russe qui serait le théâtre des combats. Vous êtes comme moi bien informé et vous avez compris. Après les gars, j'ai une question aussi. Ouais, c'est vrai que là le journaliste il a un petit peu raison. Si on envoie des troupes au sol, sur le sol ukrainien, vous pensez qu'il y aura des avions de chasse russes qui vont venir dans le territoire français, genre? Ça m'étonnerait quand même. Je pense que le conflit va quand même rester dans... En fait, la Russie va rester dans l'épicentre de la guerre. C'est impossible d'avoir des rafales... Bon, je pense pas qu'ils ont des rafales, mais on va dire ça comme ça, pour comprendre la chose, des rafales russes dans l'espace aérien français. Genre qui va survoler Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, etc. Déjà pour commencer, ils ont pas le droit de survoler notre espace aérien, sinon il y aura un rafale français qui va aller rafaler la grand-mère de l'avion de chasse. Et moi je pense que ça va s'arrêter dans le territoire ukrainien. Donc là je vois il y a plein de oui dans le chat, des oui. Mais les mecs je pense pas du tout moi. Mais moi je pense pas du tout, je suis sérieux hein. Pourquoi la Russie n'en profiterait pas pour s'impliquer sur notre sol? Je pense pas, Yosuke. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être essayer de pulvériser notre armée française au cœur de l'Ukraine, mais venir nous chercher en France même, on est déjà trop loin par rapport à la Russie. Et en plus de ça, ça m'étonnerait les mecs. Hein. Ça m'étonnerait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va violer l'espace de la Pologne, il va violer l'espace de l'Allemagne, il va violer l'espace ensuite de la France avant de toucher nos positions. Ouais, je sais pas. Hein. Rassure-toi comme tu peux, Dofla. Ouais, je suis pas... Après, les gars, je suis pas un expert en géopolitique, hein. Je suis pas un expert en géopolitique, mais... Moi, ça m'étonnerait que ça parte en couille à ce point. Moi, je pense que ça va rester quand même en Ukraine, je sais pas. Un missile. Vous pensez que si on aura des troupes au sol en Ukraine, il va déjà brandir l'arme longue portée jusqu'à des positions civiles françaises? Je sais pas aussi, hein. On a aussi des missiles. Mais ouais, c'est ça le truc. On n'a pas un dôme de fer comme Israël, mais on a quand même de quoi intercepter ces missiles de con, non? De manière aérienne, d'accord, mais par la mer. En touchant à la France, il mettrait Macron entre le marteau et l'enclume. Bah, au niveau mer, c'est peut-être pareil aussi. Quand tu vois la mer... Putain, mais je suis nul en géographie. La mer protégée par les Russes, justement, pour éviter l'exportation de blé de la part des Ukrainiens. Cette mer-là est protégée par les Russes. Mais ensuite, il y a des eaux à traverser qui appartiennent à l'Italie, qui appartiennent à d'autres pays, même la Grèce et tout, genre. C'est la mer Noire. C'est compliqué, les gars, hein, de passer par en bas aussi. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, hein. Il y a des eaux qui appartiennent à la Grèce, à l'Italie, enfin... Les sous-marins et tout, ouais, force, hein. C'est intéressant. Bon, on va connaître la vie de De Villepin, parce que moi, je ne suis... Bref. Regarde-moi, frère. Regardez-moi, wesh. Que pour Vladimir Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. On peut le regretter. Mais aujourd'hui, c'est la rhétorique. Donc vous pensez que ces menaces qu'on entend dans la bouche de Vladimir Poutine encore récemment, par exemple, il faut les prendre au sérieux? Je pense que... Oui, je parle de la Méditerranée, les gars. Non, pas la mer Noire. Parce que la mer Noire, elle est où, elle est... Oui, non, je parle pas de la mer Noire, les mecs. Je parle pas de la mer Noire. Je parlais de la Méditerranée, La grammaire nucléaire fait que ce risque, aujourd'hui, de troupes au sol, hein. de l'OTAN en Ukraine, font exister un risque, et que ce risque, pour des puissances responsables, est inacceptable. Voilà ce que je dis. Même
petit risque déjà est inacceptable. Mais bien sûr. Parce que, et croyez bien, je voyage suffisamment à travers le monde pour avoir constaté quelque chose depuis 15 ans. L'emploi de l'arme nucléaire est fondé sur des cultures politiques, des cultures de société et des civilisations. Le monde est en train de changer. Et ce qui paraissait impensable Le il y a monde 10 a ans, changé. 15 ans, Le football a apparaît changé. aujourd'hui différemment. La rhétorique de l'ennemi, la haine de l'autre s'est développée à un point où effectivement, nous vivons dans une communauté internationale qui peut avoir envie, pour une part, de régler son compte à l'autre. Ce sont des paroles graves hein, qu'on entend. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, cette grammaire nucléaire semblait inscrite dans le marbre, C'est gravée. pour ça qu'à quelque chose, malheur est bon, le débat qu'ouvre le président de la République permet de dire ces choses-là que je n'aurais jamais spontanément été dire à la télévision si je ne pensais pas qu'il faut les intégrer. C'est qu'aujourd'hui, et je ne pense pas qu'aux Russes, nous n'oublions pas la prolifération nucléaire, et des pays comme le Pakistan et bien d'autres pays qui aujourd'hui ont l'arme nucléaire. C'est vrai que le Et c'est Pakistan en a l'arme ça nucléaire que aussi. Le principe de responsabilité est essentiel. Et il y a une règle qu'il faut tirer de tout ça. C'est que la logique C'est sur LCI, Pantouf, c'est sur LCI, ça passait il y a 1 heure. Donc moi, je regarde sur le MyCanal. Je regarde directement sur le canal, mon gars. de la force, quand elle n'est pas maîtrisée, conduit à une escalade qui peut être mortelle. Et c'est ce qui fait de la situation en Ukraine un véritable danger. Et c'est ce qui fait aussi, parce que ce principe de la logique non maîtrisée, je l'appliquerai volontiers à la situation à Gaza, c'est ce qui fait que la politique israélienne aujourd'hui pratiquée à Gaza constitue un véritable danger, parce qu'il n'y a pas de maîtrise de l'emploi de la force. Oui. Et quand vous regardez, permettez-moi de dire un mot de la situation à Gaza, parce On va y venir dans un instant, si vous parce voulez, que mais tous les finissons dossiers peut-être sont liés, sur, toutes les crises sont liées. Oui. Finissons peut-être sur l'Ukraine, parce que votre parole, vous le savez, a du poids. Et là, c'est une forme d'avertissement que vous lancez en disant... Par contre, je me demande si Macron, il consulte Dominique de Villepin, qui est un grand diplomate quand même sur les questions géopolitiques. Est-ce qu'il le consulte? Est-ce qu'il le téléphone? Est-ce qu'il a des petits rendez-vous? Il s'en bat les couilles, genre. J'ai l'impression que c'est Raoult de la médecine, genre. C'est Raoult. Macron, il est en mode, bon, le gars, il est un peu comme Raoult. Ah, j'ai pas besoin de lui, quoi. Alors que c'est un grand personnage, hein. C'est un mec respecté, Dominique de Villepin, quand même. MDR, pas du tout. Là, franchement, je pense que Macron, il a peut-être jamais... Il a même pas son numéro de téléphone, cousin. confusion, non-préparation, finalement, c'est une forme de légèreté que vous reprochez d'une certaine manière à Emmanuel Macron, y compris effectivement par rapport à la doctrine nucléaire qui peut évoluer. En face, côté Élysée, on dit, de toute évidence, il y a des pays, des grands pays, et l'Allemagne est clairement désignée, même si elle n'est pas nommée, qui sont dans un esprit de peur et qui ont toujours peur de ces lignes rouges qui ont fait qu'on a toujours retardé nos livraisons d'armes et qui ont fait qu'aujourd'hui encore on a peur alors qu'on surestime ce que peut être la réponse de l'ours russe. Alors que le président Macron ait une explication de texte en tête-à-tête avec Olaf Scholz, je le comprends très bien. Mais que dans ce moment, dont vous dites à juste titre qu'il est un moment de solennité et de gravité, nous étalions les divisions franco-allemandes, alors là, je dis, attention, danger. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Et Pardon, l'Allemagne a-t-elle raison, par exemple, de refuser de livrer les missiles Taurus au motif qu'ils pourraient atteindre le territoire russe et au motif aussi que pour bien les faire fonctionner et contrôler leur utilisation, il faudrait qu'il y ait du personnel militaire allemand sur le sol ukrainien? Alors, la situation de l'Allemagne doit nous amener à reconnaître une réalité, c'est que l'Allemagne, d'un point de vue militaire, est un État empêché par lui-même et empêché tout court par le droit, puisque c'est le Parlement, le Bundestag allemand, qui prend la décision dans ce domaine d'envoyer, par exemple, des troupes à l'étranger. Ah, c'est le Parlement allemand, ok. Par rapport à nous, c'est Macron qui contrôle le terrain pour envoyer des militaires, mais en Allemagne, c'est le Parlement. Ok. Mais la question des Taurus, et je comprends bien aujourd'hui la problématique d'Olaf Scholz, c'est véritablement des conséquences qui pourraient amener l'usage de ces armes, par exemple pour la... Parfois, ça a du bon d'être suisse. Eh, mais j'imagine trop les Suisses. Bon, la Belgique, vous êtes un petit peu mêlés à tout ça, les gars. Mais la Suisse, les Suisses qui regardent mi-stream, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être Suisse, putain. On est là, en train de s'empiffrer des chocolats suisses avec notre montre Rolex. La banque HSBC, ça retire des billets de banque.
Non, votre vie, elle est incroyable. Merci, Couscous, pour le sub. Jure, un nouveau sub. Non, votre vie, elle est incroyable, les gars. Vous avez vraiment de la chance, wesh. Destruction du pont de Kerch. Nous, on est baisés, qui ferait frère. de On est l'Allemagne baisés. la cible numéro 1 de la Russie. Ah, Et ça, l'Allemagne. c'est un risque que le chancelier n'a pas envie de prendre devant son opinion publique, devant les Allemands. Et c'est pour cela qu'il hésite à ce point. Est-ce qu'il peut surmonter cet obstacle en C'est qui les demandant meufs des derrière, engagements là à What? l'Ukraine d'emploi de cette arme qui limiterait ou poserait des conditions pour l'emploi de cette arme? Il y a derrière aussi la question du statut de la Crimée et beaucoup d'hésitations autour de jusqu'où faut-il porter le combat de l'Ukraine et accompagner l'Ukraine dans le regain de sa Merde, HSBC, c'est pas suisse. Oh, fuck. Donc ce sont des sujets complexes. Personne Merde. ne peut décider à la place d'un responsable étranger et en tout état de cause. Justement, la guerre, c'est parfait. On va voir qui est prêt à mourir pour la France et les traîtres. Je serai un traître. Quel est le problème? Et ensuite, tu vas arrêter de regarder mes streams parce que Doflamingo est un traître. Y a pas de problème. J'ai un bandeau bleu, blanc, rouge comme Konoha, avec le trait marqué dessus sur le drapeau français. Le trait là, comme Itachi Uchiwa. Y a pas de problème. Consomme plus mes streams, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne vais pas mourir parce que la diplomatie française a été incapable de résoudre ce problème. Je serai un Nukenin, exactement. L'Akatsuki. Mais vous êtes des ouf, vous. Macron, il a des sbires diplomatiques à envoyer pour essayer de gérer ce conflit. Le mec, il arrive, il est incapable de gérer ce conflit de manière diplomatique. Il veut montrer ses muscles parce qu'il a un ego surdimensionné et parce qu'on est une puissance militaire. Et après, il veut nous envoyer à l'abattoir en OPEX. Mais toi, t'es un ouf. Mais t'es un ouf. Mais vous êtes des fous. Tu meurs pas pour le gouvernement, mais pour le peuple. Ah là, je meurs littéralement pour le gouvernement, mon gars. Hein. Là, je dois mourir pour le gouvernement. Je meurs même pas pour l'identité française, là. Hein. Là, c'est pour l'Europe que je meurs et pour le gouvernement français, hein. Mais tu es un ouf. T'es un ouf. Tu veux mourir pour Bernard Arnault? Tu veux mourir pour Bernard Arnault? Grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Et pour l'Ukraine aussi, accessoirement. Oui, oui, oui. C'est que Qui veut rejoindre le clan Akatsuki, les gars? Qui veut rejoindre le clan Akatsuki? Vous êtes... Alors, il y a 10 personnes maximum, hein. Vraiment, les gars, il y a trop de moi. Hein. Il y a trop de moi, les mecs. Hein. On est que 10 dans mon crew, hein. On est que 10. Si vous voulez être le 11e membre, commencez à compter les zéros sur vos comptes bancaires. Hein. Commencez à compter vos zéros, les gars. Hein. elles ne doivent pas mettre en péril l'unité de l'Union européenne à Fais un de la moment place. où on voit que les États-Unis sont en train de se retirer de la scène internationale puisqu'ils ont arrêté leur propre livraison d'armes depuis maintenant plusieurs mois. Une question sur Israël, que vous en parliez. Votre point de vue de